qu'est-ce que vous reprochez précisément au régime de Paul Biya? Absolument tout. 43 ans après, Biya est arrivé au pouvoir quand j'avais 18 ans. Les gens de ma génération n'avaient jamais connu Kaidio. Ils s'en lassaient un peu. Biya arrive à 49 ans, précédé d'une réputation d'intellectuel, même s'il était comptable d'une réputation usurpée, à votre avis? Oui et non. Oui, parce que bon, il a quand même, il est licencié en droit public, il a fait l'ancêtre de Sciences Po, on n'avait pas entendu son timbre de voix, donc on l'accueillait avec un préjugé favorable, jusqu'à ce qu'il nous montre que il n'était pas digne de cela, et que effectivement, comme vous dites, en partie, c'est une réputation, on va dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre Dupont, pour que les rubans de l'état de grâce se mettent à faner? L'homme avait bien commencé, je me rappelle, il avait doublé les bourses, il était bien disposé. Quand il arrive en France, à l'époque j'étais étudiant, il fait un discours par rapport aux UP6, il dit voilà, ce parti n'a pas d'existence légale au Cameroun. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui s'en réclament, et si vous rentrez au Cameroun, ils sont les bienvenus. Mais il y a un décalage entre le discours et les actes. Il est arrivé à faire arrêter Ahidjo, Camerounais. Ahidjo, dont le régime était, on disait du Cameroun que c'était une prison à ciel ouvert. Mais il a réussi le miracle de faire arrêter Ahidjo, Camerounais, parce qu'il a fait pire que lui. Mais en détruisant les fondamentaux de l'état de droit, en détruisant la cohésion nationale, en installant un régime, on va dire satanique, avec des méthodes que tout le monde décrit. Justement, vous pouvez, pour nos amis qui nous regardent à l'international, qui sont pas toujours très au fait de la situation camerounaise, on en parle beaucoup ces derniers temps. On a vu ça émerger dans le débat public camerounais, des méthodes mais vraiment ignobles, mais qui sont des pratiques qui ont cours. Vous pouvez nous en toucher un petit mot pour... Tout à fait. Vous avez des gens qui ont pris part à ce système contre leur gré, parce que il y a des fonctionnaires de police dont les langues se sont déliées depuis. J'ai y compris dans mon village, des commissaires qui se sont livrés à des actes qu'on ne comprenait toujours pas, jusqu'à ce qu'on comprenne que il y a un livre que je vous recommande, Le Cameroun de Fanny Péjot, où elle fait un témoignage d'Archen Dembe, qui parle de mendication. La mendication, c'est la consommation des organes humains, au fin de recueillir une certaine énergie et la redéployer contre les adversaires politiques. Abel Yinka, qui nous a quittés depuis, dit que Jacques Famine Dongo leur a dit à Eboloba, devant l'ambassadeur de France, que sans les grérés, sans les marabouts, Paul Biya aurait perdu le pouvoir depuis très longtemps. Et il y a plein de témoignages. On a érigé la sodomie en critère de méritocratie. Cette histoire de sodomie, on en entend beaucoup parler. Vous nous confirmez que c'est vrai, dans la cage des horreurs, c'est une réalité camerounaise. C'est une réalité, d'autant plus que si on remonte aux origines, Biya revient d'études de France en 1962, il avait 9 ans, il est porteur d'une lettre de recommandation de Louis-Paul Odjoula. Louis-Paul Odjoula a représenté le Cameroun à l'Assemblée nationale en France, il a été ministre français concomitamment, mais c'est lui qui a, on va dire, institutionnalisé la pratique de la sodomie comme droit de préemption ou droit de cuissage. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité classique. Pas du tout. C'est-à-dire que si vous êtes martien et vous intéressez au Cameroun, vous allez vous dire que les Camerounais sont, on va dire, homophobes. Pas du tout. Chacun a le droit de pratiquer son mode de sexualité du moment où c'est son initiative. Mais ceux qui pratiquent ça au Cameroun, d'abord, ne sont pas des homosexuels. Ils le font pour soumettre des gens, pour humilier des pères de famille, pour les tenir au cas où ils venaient à manifester des velléités d'indépendance. Partout au Cameroun, ça se fait. Il y a des témoignages qui nous parviennent, des pères de famille, avant de les nommer ministres, on les passe à la casserole, c'est filmé, c'est une monnaie de chantage et on les tient avec. Donc, hommes et femmes. Indiscriminément. Chez moi, dans le Grand Nord, il y a des gens qui se sont suicidés. Certains sont allés en exil parce qu'on les prend, on prend le type avec sa femme, souvent avec des enfants, tout ça c'est filmé. C'est pour ça quand des gens disent, voilà, le Grand Nord, on en parle comme si c'était une personne monolithique. Les élites là-bas ont mis les populations au service du pouvoir pour leur propre profit. Alors, c'est assez bizarre ce que vous dites, Jean-Pierre Dupont, même si c'est un discours qu'on entend émerger de plus en plus dans l'espace discursif public. Mais comment se fait-il qu'après 4 décennies de toutes ces horreurs, que ce pouvoir de Yaoundé garde encore des soutiens? N'est-ce pas la preuve que leur bilan n'est pas si anorexique que le laisse entendre la contestation? Je vais vous renvoyer à ce qui s'est passé au Zaïre sous Mobutu. D'abord, au passage, il faut dire que Mobutu, c'est le mentor politique de Paul Biya. Vous voyez l'emblème du RDPC. C'est la flamme. La flamme. Mais regardez le drapeau du Zaïre. C'est la flamme. Ascendance intellectuelle, au sens métaphysique du terme. C'est-à-dire Paul Biya arrive au pouvoir en 82, Mobutu est arrivé au pouvoir en 65. Les deux emblèmes
et du RDPC et du drapeau du Zaïre ont séjourné dans la matrice d'un sorcier en Égypte. Mais celui-ci leur avait prévu de fin. Il a dit, l'un d'entre vous sera mort à l'étranger, il va y être enterré. L'autre va mourir dans son pays, il va y être enterré et sa tombe sera saccagée. Donc Biya s'inspire de Mobutu, mais Mobutu lui avait dit, pour durer au pouvoir, le critère de sélection n'est pas celui de la méritocratie, mais de la dévotion. Il faut détruire le pays, détruire les infrastructures et que les gens dépendent de vous. Tuer l'émergence des classes moyennes, voilà, pour qu'on soit une polarisation, minorités qui concentrent, qui font la captation primitive du capital, tout à fait, et une grande majorité dans la paupérisation. Dans la paupérisation. Quand vous voyez l'état des infrastructures au Cameroun, vous ne pouvez pas vous déplacer de Fumban ou de Bafoussam pour aller manifester à Douala. Vous avez des problèmes de survie immédiat. Alors, Jean-Pierre Dupont, ça fait des années qu'on vous observe, on observe votre engagement, votre résistance à un moment a semblé se métastaser. On vous a même vu tendre la main à d'autres leaders, d'autres figures de la contestation camerounaise. Pourtant, cette dynamique n'a pas fait florès. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça a commencé en 2019, au moment où le professeur Kamto était embastillé. Il y a eu une manifestation, je crois, en janvier 2019, après l'élection présidentielle d'octobre 2018. Et à l'époque, j'étais voisin de Boris Johnson, qui était alors ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Il m'avait soufflé la petite idée de faire une investiture symbolique pour entamer un rapport de force, une négociation à l'international où il reconnaîtrait. Mais certains ont mal pris ça. Mais je me suis très vite aperçu que nous n'avions pas les mêmes objectifs, d'où l'idée de la création du Front patriotique camerounais, en impliquant les plus jeunes, ceux qui n'étaient pas dans le système. Mais au-delà de cela, j'avais Madame Zouma, ex-Madame Zouma, qui était à la Commission africaine, que j'ai eu en Suède comme professeur, et qui m'avait alerté sur le cas de Akeremouna. Et donc j'avais porté l'affaire publiquement, ça m'avait valu d'être vilipendé, j'ai dû présenter des excuses pour ne pas faire des vagues, mais ça revient. Oui, justement, vous faites bien d'exhumer ce pan de votre histoire. On vous a vu dans une démarche complètement originale, présenter vos excuses après avoir fait une analyse publique qui était contestée à l'époque. Tout à fait. Mais l'histoire aujourd'hui est en train de vous donner raison, quoi, avec du temps. Ben oui, parce que il a commencé quelque chose au Conseil constitutionnel. J'avais prévenu. Juste pour les téléspectateurs qui regardent, pour qu'ils comprennent très bien, vous pouvez recontextualiser Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est candidat à l'élection présidentielle et après qu'on ait écarté le professeur Kamto, il demande au Conseil constitutionnel d'écarter la candidature de Paul Biya. Et moi j'ai dit c'était une manœuvre pour légitimer ce régime, pour légitimer ce Conseil constitutionnel qui est bourré des militants et miliciens du RDPC. C'est-à-dire, si vous regardez l'affaire innocemment, de prime abord, c'est comme s'il contestait, mais en fait il ne conteste pas, il est complice du système. Et évidemment on allait rejeter. Vous pensez bien que le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel est militant du parti au pouvoir, dont la femme est députée du RDPC, qui a été tiré à la retraite, ne va pas venir donner tort à Paul Biya. Tout à fait. Voilà. Alors, vous êtes sur Brainstorming aujourd'hui, immersion totale dans la présidentielle camerounaise. Nous accueillons sur ce plateau Jean-Pierre Dupont, c'est le fondateur du Front patriotique camerounais. Jean-Pierre Dupont, vous évoquez un certain nombre de questions qui ont un lien avec la question que je vais vous poser. Pourquoi, selon vous, les Camerounais n'arrivent-ils pas à faire foule pour défendre des causes communes? Mais la situation au Cameroun est différente des pays comme le Niger, Mali, on va même dire Sénégal. Vous savez, il y a des pays dont on parle de la malédiction du pétrole. Dans le cas du Cameroun, on va parler de la malédiction de l'autosuffisance alimentaire. Les Camerounais n'ont pas faim. Ils ne sont pas désespérés. Et vous avez des Camerounais qui ont investi, des gens qui ont des immeubles, qui ont des maîtresses. Ils vont pas laisser tout ce confort pour aller risquer leur vie à faire des manifestations. C'est un ami journaliste qui me disait que les Camerounais veulent tous aller au paradis, mais personne ne veut passer par la case mort. Parce que même avec le Fils de Dieu, on a vu, pour ressusciter, il fallait passer par la mort. Et au Cameroun, on veut que des gens fassent la révolution à la place du peuple. Alors c'est le peuple qui fera le changement. Toutes les pétitions aux Nations Unies, à la Commission européenne, ça servira à rien. Parce que si vous étudiez les histoires de révolution, aucun peuple n'a jamais été sauvé par un autre peuple. Depuis la Révolution française, en passant par ce qui s'est passé en Iran, même plus près de nous au Burkina, etc. L'initiative doit revenir au peuple. Donc vous dites l'arme imparable, c'est un coup de famille sur les populations camerounaises pour leur donner un coup de boost. Tout à fait, parce que là, ils auraient des choses à ne pas perdre. Mais tant qu'ils ont des choses à perdre, je pense à ceux qui ont des immeubles. Vous pensez bien qu'on ne construit pas un immeuble pour aller se donner la mort ensuite. Voilà, ils sont confort, il y a le confort matériel. Mais en dehors de cela, il faut
un projet commun. Mais on a l'impression que les Camerounais ne regardent pas tous dans la même direction. Et tant que ça sera comme ça, le pouvoir va entrer dans ces failles et il va les opposer. C'est-à-dire, on a un phénomène, le Cameroun est le seul pays au monde où il existe une opposition à l'opposition. D'accord. Ben, peut-être parce que l'opposition est l'émanation du pouvoir en place, du système en place. Tout à fait. On entend dire. Alors, vous avez consacré une grande partie de votre énergie à soutenir le MRC. Pourquoi ce choix? Affinité idéologique, calcul politique ou tout simplement parce que vous considérez que c'était le seul capable de porter une alternative crédible? Oui, mais il faut faire une nuance, un distinguo entre le MRC et Maurice Kamto. Donc moi, j'ai toujours soutenu Maurice Kamto. D'accord. Rien à voir avec son MRC. Je vous fais le parallèle. Vous vivez en France. François Mitterrand a été élu sous la casquette du Parti socialiste. Mais il y avait des gens, des bourgeois comme Pierre Berger, qui le soutenaient lui, par le Parti socialiste. Donc c'est pour ça que dans certains systèmes, vous avez un président qui est porté au pouvoir par un parti, mais il existe tout à côté quelque chose qui s'appelle la majorité présidentielle. Alors moi, je soutenais Kamto, je le soutiens toujours d'ailleurs, parce que à mes yeux, c'est l'élément déclencheur de la prise de conscience. Vous voyez des partis au Manidem. Nous avons continué à le supporter parce que sa candidature était portée au Manidem sans pour autant supporter le Manidem. Donc pas vraiment le MRC mais Maurice Kamto parce que je me reconnaissais dans son projet de société. Alors chaque fois qu'on prononce le mot horreur, le nom de Cameroun résonne en écho. Jean-Pierre Dupont, vous qui êtes décrit comme un puits de science, quelqu'un qui avait une vraie érudition, est-ce que vous pouvez nous dire son diplomatie? Quel sombre pacte le Cameroun a dû signer pour le plonger dans son misérabilisme actuel? D'abord, retournons aux fondamentaux. Je vous disais ça en entame. On a eu au Cameroun Louis-Paul Oudjoula, le colon le plus nuisible du Cameroun. Il a été le parrain d'Aïdio, il a été le parrain d'André-Marie Mbila, et c'est lui, Paul Biya, c'est lui qui a créé le BDC en 1951. Qu'est-ce que vous mettez dans parrain? Parrain, c'est la soumission par la sodomie. D'accord. Et ce pacte a continué entre Aïdio et Biya, parce que personne ne comprend que Aïdio, Jacques Foccart le dit dans ses mémoires, il dit Aïdio qui connaissait les hommes, on s'était dit qu'il avait nommé Paul Biya à ce poste parce que c'était quelqu'un de très peu d'envergure et qu'au moment de véritablement organiser sa succession, il trouverait quelqu'un. Il dit mais je m'étais trompé. Même la femme d'Aïdio ne comprend pas. Mais le problème c'est que Aïdio et Paul Biya ont eu un pacte sur un acte homosexuel. Voilà, Biya n'était pas le meilleur. Il y avait des gens comme Samuel Ebois, Aïssi Fodo-Victor, plein d'autres personnes. Mais lui, parce qu'Aïdio s'est trompé de lecture. Aïdio l'a dit. Aïdio pensait qu'il était politiquement vierge. Paul Biya a fait l'âne pour brouter le foin, mais il était soumis. Mais Madame Aïdio n'aimait pas particulièrement Biya parce qu'elle estimait que Aïdio couchait avec Jean-Irène Biya et que Biya ne protestait pas. Et pourquoi protestait-il pas? Parce que lui calculait autre chose. D'abord le rapport de force. Ça se passait comme ça à l'époque. Donc Aïdio avait fait de Jean-Irène Biya, donc la première femme de Biya. De Biya, oui. Sa concubine, sa compagne, je sais pas comment. Elle n'était pas la seule. Rappelez-vous de Delphine Changa, qui était la toute première femme ministre au Cameroun. Je crois qu'elle était ministre des Affaires sociales. Aïdio sortait avec elle, mais il avait interdit au mari de celle-ci de divorcer. Et c'était le cas pour Paul Biya aussi? C'était pour Biya, il voulait divorcer en 68. C'est Aïdio qui lui met le pied à l'étrier à l'hôtel Intercontinental. C'est lui qui dit, voilà, prenez un mois, l'hôtel Intercontinental est payé. C'est depuis cette période où Biya a pris ses habitudes dans cet établissement. Donc le pacte est né là, mais c'est un héritage colonial. Louis-Paul Oudjoula qui avait passé tout le monde à la casserole, excepté André-Marie Mbila et Maï Matip. Voilà. Donc la malédiction vient de cette époque. Et c'est pour ça qu'il faut un système d'épuration, parce que si vous faites une élection comme ils veulent la faire, admettons que Maurice Kamto gagne, mais ça change rien à l'affaire, parce que c'est le système qu'il faut défaire. Ils ont installé au Cameroun ce qu'on appelle ici l'ancien régime, qui a été honni ici, mais qui a été transposé au Cameroun dans tous les domaines, l'éducation, la religion, le système d'administration, etc. Alors, à l'image de l'empereur Claude, manipulé par Agrippine, là nous parlons des derniers jours de Rome, tout à fait. Paul Biya semble cerné par un aréopage de gens, un cercle d'influence où Chantal Biya jouerait un rôle clé. Qu'est-ce que vous en pensez? Chantal Biya est dans le rôle d'Agrippine. Agrippine la fille, par distinction à Agrippine l'aînée, parce que vous parlez de l'empereur Claude, mais l'empereur Claude était l'oncle d'Agrippine. Il était marié en première noces, il a perdu sa femme, de qui il a eu 2 enfants, Octavie et Britannicus. Agrippine arrive à marier son fils bâtard Néron à Octavie, qui normalement est sa sœur.
Elle va mettre en avant son fils Néron qui va tuer Britannicus. Et on est dans le même cas, parce que quand les gens entendent parler de Franck, on pense à Franck Biya. Non, Chantal, elle veut pousser son fils, issu du premier lit, il s'appelle Franck X, on le voit dans toutes les photos. Là, on vient de le prendre dans le conseil d'administration de Trades, il me semble. Elle veut le pousser à prendre la suite, en lieu et place du fils légitime. C'est-à-dire, nous sommes en plein dans la tragédie de Racine. D'accord. Alors, est-ce que nous sommes face à une prise du pouvoir silencieuse orchestrée par la première dame du Cameroun, comme on l'entend dire? Mais c'est une évidence. Paul Biya a été réélu soi-disant en octobre 2018, mais dès 2019, on va assister à un passage de pouvoir, parce qu'il faut pas mélanger. Il y a certes ce qu'on appelle la délégation des signatures, mais il n'existe pas de délégation de pouvoir, parce que nous touchons aux aspects de souveraineté. Quand un peuple vous a élu, si vous n'exercez plus, vous démissionnez ou vous refaites des élections pour renouveler la légitimité. Mais nous sommes face à un imposteur, Ferdinand Ngongo, faux cousin, mais vrai amant de la première dame, qui exerce des pouvoirs de façon indue, au nom des hautes instructions qui n'en sont pas. Donc nous sommes là-dedans, nous sommes dans le flou absolu, mais dans l'imposture. Alors pour vous qui êtes un bon connaisseur des affaires politiques africaines, vous pensez que ce sera quoi l'épilogue de ce que vous nous décrivez? L'épilogue, ça sera hélas la guerre civile. L'armée ne peut pas se mêler parce que le cas au Cameroun, la configuration n'est pas la même qu'ailleurs. L'armée au Cameroun est compartimentée. Vous avez l'armée régulière qui compte 42 000 hommes, mal formés, mal équipés, sous-payés, etc. Vous avez de l'autre côté la garde prétorienne du dictateur qui est scindée en trois. Vous avez la GP, garde présidentielle, à la tête de laquelle vous avez le neveu du dictateur. Là récemment, Ngongo a essayé de le dégommer en le nommant, proposant des dettes de général, ce que le dictateur a biffé, parce qu'il comprend très bien que si son neveu devient général, il n'est plus à la tête des troupes, donc lui-même devient vulnérable. Vous avez l'autre aspect qui est le BI, mais à la tête du BI, vous avez un Israélien qui est ami en Congo, le président s'en méfie, et puis il y a la DSP. Donc vous avez là 3 unités. Donc ce qui va se passer, s'il y a un conflit entre l'armée régulière et la garde prétorienne du dictateur, en moins d'une semaine, l'armée régulière est défaite. Donc l'armée au Cameroun ne peut pas prendre le pouvoir, mais si le peuple prend l'initiative d'une insurrection populaire, l'armée peut en ce moment-là se mêler de la danse. Mais ce qui va se passer sur le long terme, nous risquons de connaître une guerre civile. Et comment vous pensez toute la période d'octobre à venir? On parle il y a dans 3 semaines. Vous pensez que les choses se passeront comment, Jean-Pierre Dupont? Les choses vont se passer que le dictateur, il sera réélu. Parce que là, Kamto écarté, tous les autres candidats, ce sont les faux-nés du RDPC. Il sera vraisemblablement réélu, on va récompenser les uns et les autres avec des portefeuilles, mais la rue va gronder. Les nouvelles qui nous parviennent, il y a des Camerounais qui n'entendent pas ça de cette oreille. Donc, on a des très mauvais jours devant nous. On avait pensé que s'ils avaient laissé prospérer la candidature de Kamto, même si à l'arrivée on l'écartait en trichant, ça aurait calmé les gens. Voilà, ça aurait donné l'impression de prendre tout le monde en compte. Mais là, il y a des gens qui veulent en décompte. Oui, parce que la démocratie n'a pas été inclusive, ce qui est complètement en contresens. D'où l'idée de votre fonds patriotique camerounais. Tout à fait. Je pense que plus que jamais, elle fait sens. Ben oui, le fonds patriotique, c'est un fonds inclusif qui accueille tous les Camerounais de bonne volonté, tous les Camerounais qui veulent, pour ceux de ma génération, léguer le Cameroun à la nouvelle, à la postérité, dans un état meilleur qu'on l'a reçu de nos anciens. Et ils sont nombreux. On ne sait pas la forme que ça prendra, mais toujours est-il que il y a des Camerounais qui n'acceptent pas la forfaiture. Jean-Pierre Dupont, vous êtes notre invité aujourd'hui, le fondateur du Fonds patriotique camerounais. Vous êtes un vrai connaisseur des affaires africaines. Est-ce que vous connaissez un peu le Bénin? Oui, c'est un pays où j'ai pas mal d'amis. C'est un pays historique, eu égard à son passé esclavagiste. Ensuite, c'est un pays d'intellectuels. Ils ont ouvert le bal au moment des fameuses conférences nationales souveraines, en faisant la leçon à l'Afrique, parce qu'on avait un dictateur comme Kérékou, qui a fait son mea culpa, il est revenu démocratiquement. Et comment on peut décrypter ça? Comment on peut comprendre ça? On peut décrypter qu'il faut faire une nuance entre les individus et le système. Lui, il est venu au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, dans un contexte de guerre froide.
Et ensuite, le temps a passé, il a prêté l'oreille aux revendications des siens, il a demandé pardon publiquement, il s'est retiré, il a organisé des élections auxquelles il n'était pas candidat, et ensuite, le mandat d'après, il a tout à fait été élu démocratiquement. Alors, si je vous parle du Bénin, c'est pas tout à fait par hasard. Aujourd'hui, c'est un pays qui connaît une métamorphose extraordinaire sous l'impulsion d'un président autodidacte, Patrice Talon, là où ses prédécesseurs, pourtant bardés de diplômes, ont souvent échoué. Comment vous comprenez cet épisode de la vie béninoise? Déjà, je vous ai parlé de la conférence nationale. Donc, ils avaient déjà dans les gènes une disposition, on va dire quoi, la transparence. Dans le cas de Patrice Talon, c'est un homme d'affaires avisé. Et dans sa façon de faire des affaires, je l'ai connu au Sénégal où il avait des intérêts dans le coton. Mais quand vous lui parlez en privé, vous sentez quelqu'un, un patriote dans l'âme. C'est pas forcément les diplômes. Les diplômes, c'est une chose. Mais gouverner un pays, il faut avoir une vision de la société. Il faut avoir un projet de société. Et les échos qui nous parviennent, Cotonou n'a rien à envier à Paris sur le plan de la propriété, sur le plan de la transparence, de la gouvernance, etc. Mais c'est une volonté politique. C'est la volonté, c'est ça la distinction. Mais il y a un aspect de désintéressement. Voilà. Je pense que le cas du Bénin doit faire école. Il faut même voir le successeur, le dauphin qui s'est choisi, qui a été reconnu un des ministres des Finances. On va en parler tout à l'heure. Justement, dans le même sillage que le Bénin, vous avez la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, vous avez le Sénégal, qui eux aussi ont connu une transformation significative, portée donc par le génie visionnaire de leurs dirigeants. On évoque souvent le pacte colonial pour le statu quo, vous en parliez tout à l'heure, des anciennes colonies. Pourquoi on a l'impression que ce pacte n'est observé qu'au Cameroun? Pourquoi ça bouge ailleurs et pas du tout au Cameroun? Bon, le Cameroun, c'est un cas particulier. D'abord, en raison de son passé colonial. Le Cameroun était un protectorat allemand plus colonie allemand. Parce que les Camerounais aiment dire qu'ils n'ont jamais été une colonie. Ils l'ont été. C'est-à-dire que le protectorat, c'est 1884-1900. À partir de 1900, le Cameroun est gouverné effectivement comme une colonie. Parce que le protectorat, c'est indirect rule, etc. Mais bref, on a ensuite eu le condominium entre la France et la Grande-Bretagne. L'histoire mouvementée. Et est-ce qu'on peut comparer ça à la Côte d'Ivoire, qui est le pays qui nous ressemble le plus sur certains plans? C'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire était une colonie française. Je crois que c'est 1893. Mais ensuite, Houphouët-Boigny a fait la part belle aux étrangers. Dans plusieurs domaines, ça a donné Alassane Ouattara, parce qu'à un moment, il était en délicatesse avec ses compatriotes. Lui-même en délicatesse avec les institutions de Bretton Woods, parce que dès 1987, il était en rupture de banc. On fait donc venir Alassane Ouattara. Quand il arrive en Côte d'Ivoire en 90, il est inconnu des 50 Ivoiriens. Donc, il est là, vous avez vu ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo. Bon, il a fait sur le plan économique, mais c'est une cocotte minute. C'est-à-dire que ça peut exploser à nouveau. Avec les gens qui l'écartent, il a quand même le culot d'écarter le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Voilà, et de lui contester sa nationalité. Et justement, qu'est-ce que ça vous inspire, je pense qu'il joue avec du feu. Quand on connaît la Côte d'Ivoire, les Baoulés ne sont pas très expressifs comme les Bété, enfin les Akans d'une façon générale, mais nous sommes là dans quelque chose qui peut se transformer en guerre civile. Parce qu'Alassane Ouattara, oui, il a pour lui ses succès économiques apparents, je dis bien apparents, il y a des croissances là-bas à 2 chiffres, mais est-ce que ça profite à la ménagère? Est-ce que ça profite à l'Ivoirien normal, lambda? Pas du tout. Il y a beaucoup de mécontentement. Il a écarté tous ses rivaux, Laurent Gbagbo, qui a lu seul Tidjane Thiam, même Soro Guillaume, même s'il n'est pas des mêmes références, mais il représente quelque chose. Même Blé Goudé, tous ces gens sont écartés. Donc, on est là en face de quelque chose qui peut être très, très explosif. Alors, Jean-Pierre Dupont s'achemine vers la fin de cet entretien. Il y a un exercice auquel on se livre souvent avec la rédaction de Brainstorming. C'est un exercice où la rédaction a la main. Donc, on va se tourner vers nos amis de la technique. On va vous projeter un certain nombre de photos. Et puis, ensemble, vous me direz qu'est-ce que vous inspire ces figures. Volontiers. Alors, Patrice Talon. Patrice Talon, excellent, un homme qui risque d'avoir le prix Nobel de la paix. Au début, j'ai questionné certaines de ses actions, notamment lorsqu'il est entré en conflit avec son prédécesseur, Yahi Boni. Voilà, Yahi Boni, mais je pense qu'il s'est fait violence en faisant venir des étrangers les meilleurs et en pensant à l'avenir. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui sortira par la grande porte de l'histoire. C'est l'étoile noire pour la rédaction de Brainstorming. Voilà. Patrick Talon, l'étoile noire
Un homme déception. Voilà comment il est qualifié par la rédaction de Brainstorming. Alors tout de suite, sans plus tarder, on va à l'image, on a Romuald Wadani, le ministre des Finances du Bénin actuel. Vous le connaissez? Oui, je pense que c'est un homme d'avenir. C'est un travailleur, un homme honnête et un homme humble. Et je pense il a des prédispositions d'un rassembleur. Il fait preuve de beaucoup d'humilité et l'Afrique a besoin de ça. On n'a pas besoin des premiers de la classe, même quand on l'est, il faut. Lui, il a une attitude de conciliateur. Donc c'est quelqu'un qui est jeune, il a de l'avenir. Il a de l'avenir. Alors là, vous avez Bello Bouba et Issa Tiroma, deux anciens ministres du gouvernement de Biya qui ont démissionné il y a 2-3 mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de cette démission? Laquelle de ces deux hirondelles, à votre avis, fera le printemps? Ce sont des hommes du passé et des loups passifs sur beaucoup de plans. Bouba Bello Margari, c'était le tout premier ministre de Paul Biya. En 1982. En 1982. Donc depuis 43 ans, il est aux affaires. Oui, avec des interruptions. Lorsque Ahidjo quitte le pouvoir, il est le secrétaire général adjoint de la présidence. Et Ahidjo demande à ce qu'on le nomme premier ministre pour faire le fameux équilibre nord-sud. Un homme président de la République, homme du Sud, premier ministre, homme du Nord. Et quand il y a eu la brouille entre Ahidjo et son dauphin, il est allé en exil au Nigeria. Mais nous savons que il était en contact avec Biya, qui lui versait 16 millions de francs CFA tous les mois. Il était dans la ville de Kaduna et il espionnait d'autres exilés, les vrais exilés pour le coup. C'est lui qui a donné des informations selon lesquelles il y avait chez maître le bâtonnier Yondo Black un manifeste appelant à l'instauration de la démocratie. Qui avait valu à l'époque l'arrestation. Tout à fait, parce que le SDF est né en Angleterre, en 1987. Moi, j'étais étudiant et j'avais fait la connaissance de quelqu'un qui s'appelait Abel Munkon, chez Ndetou Manza. Ndetou Manza était le patron de la branche anglophone de l'UPC, All Cameroon Party. Donc, il hébergeait Abel Munkon, qui a écrit un livre intitulé The Case for the Southern Cameroon, ou alors President Without a Crime. C'est la Bible qui sert de revendication aux sécessionnistes, parce qu'il explique l'imposture des francophones, c'est-à-dire quand les francophones vont à Fumban, ils savent pertinemment qu'ils ne vont jamais respecter le fédéralisme. Donc c'est lui qui crée le SDF. Et Ndetou a lui dit, tu peux pas porter le projet parce que tu as une personnalité clivante. Donc, on va profiter du malentendu ou alors du ressentiment entre John Frundi et son cousin Achidi Achou, qui va plus tard devenir Premier ministre. Donc on va faire porter le projet à John Frundi. Donc c'est comme ça qu'on fait porter le projet à John Frundi. Mais avant, Maître Yondo Black, parcourant la Constitution, certes, en 1966, Ahidjo avait fondu dans son parti qui s'appelait UC, Union Camerounaise, parti avec lequel il avait gagné les élections du 23 décembre 56, ce qui lui avait valu d'être vice-premier ministre Mbida. Donc, il va fondre tous les partis dans un truc qui va créer UNC. Mais il ne les interdit pas formellement. Donc, Maître Yondo Black a découvert cela. Et la top a été Bello Bouba. Bello Bouba, qui est au Nigeria, qui est en contact des autres personnes, y compris nous qui étions basés. Donc, lui, il vend là. Mais à l'époque, on savait pas qu'il travaillait en sous-main pour Biya. Donc, il donne l'information à Biya. On va fouiller chez Maître Yondo Black. Effectivement, on va trouver ses manuscrits. Ça va valoir des gens comme Anis Ekane, Henri Tekwe, Maître Black lui-même et beaucoup d'autres d'aller en prison. Voilà. Bouamassok et tout. Tout par là. Alors, juste à ses côtés, vous avez Issa Tiroma Bakari. Issa Tiroma, il a eu plusieurs vies et plusieurs parcours. Il a été formé en France, il a passé son bac ici, il a une formation de cheminot, mais il est très cultivé. Donc quand vous lui parlez, si vous aimez les grands classiques, il va vous en citer à profusion. Alfred de Musset, il aime citer Alfred de Musset, l'homme est un apprenti, la souffrance est son maître, etc. Il parle de lui-même. Parce que quand Ahidjo s'en va, lui, il est cheminot à Douala. On va l'arrêter. Lui n'est pas mêlé à cette histoire, mais c'est un délit de fascisme, c'est des patronymes. Et puis il y a des Garois comme Ahidjo. Pendant qu'il est en prison, Fauchivel le dit dans ses mémoires, parce que quand les putschistes, ils ont réussi le coup, mais ils ont perdu le pouvoir bêtement. On pourra en parler un jour si ça vous intéresse. Ils ont violé les femmes des dignitaires, dont la femme du colonel Assou, pas encore général à l'époque. Et donc on les a arrêtés en Kondengui. Et Fauchivel le raconte, toutes les nuits, le colonel Assou, futur général, va en ville, se bourrer la gueule, et il demande qu'on lui ouvre la cellule de Tiroma, et il lui pisse dans la bouche. Il le fait toutes les nuits. Ah, c'est très violent, ça. Voilà. Au courant, c'est le président Biya qui va arrêter le siècle. Donc, 10 ou 11 années plus tard, il est sorti des prisons, il commence à se remuer, il revendique le rapatriement des restes. C'est un modèle de résilience. Absolument. Oui. Il demande, en guise de cheval de bataille de Troie, qu'on renvoie le corps d'Ahidjo, les restes d'Ahidjo. Donc, il va entrer au gouvernement en se faisant remarquer comme cela.
On va prendre une autre question. Merci pour toutes ces informations riches d'enseignements. On va prendre une autre photo avec la technique. Vous avez Maurice Kamto, ex-président du MRC. Alors, Maurice Kamto, je ne le connaissais pas jusqu'en 2015. J'entendais le nom. Donc, en 2015, il vient à Londres. Moi, je dis, je vais pas. Il y a un garçon que j'avais accueilli à Londres dans les années 90 qui m'invite, je n'y vais pas. Alors, c'est Christian Pendaikoka que j'ai connu au Canada qui me dit, écoute, voilà son programme. Lis quand même et tout. Donc je trouve le programme très intéressant et je commence à faire des recherches, toujours dans les mémoires de Fauchivet. Fauchivet parle de lui comme étant un génie, alors que il est devenu ministre et que Fauchivet n'y vivait plus. Donc je m'intéresse à son discours. Il parle de la forme de l'État, il parle de la multiple nationalité pour la diaspora, ce qui m'intéresse, et je vois qu'il a un discours conciliant. Voilà. Quand il était ministre délégué, moi je le connaissais pas, mais je vais découvrir qu'il a joué un rôle dans le dossier Bakassi, etc. Il a un discours nouveau, etc. Donc c'est comme ça que je le découvre, et je trouve que c'est dommage qu'on l'ait écarté de cette façon. Alors on va prendre une autre photo tout de suite. Si la technique le veut bien, nous avons Chantal Pulcher-Biya, la première dame actuelle du Cameroun. C'est un personnage très très compliqué. Il y a le facteur âge. D'ailleurs, la question elle est posée, hein. Dangereuse, intrigante ou femme de l'ombre aimante? Vous direz quoi? Elle est tout ça à la fois, pas femme de l'ombre, parce qu'elle prend beaucoup de lumière, et de son fait. Quand dans un siècle, 2 siècles, les historiens se pencheront sur les annales de l'ère Biya, on comprendra que ce qui s'est passé entre elle et Kadhafi, par exemple. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, il y a un sommet à Tripoli, Union africaine, Union européenne. La patronne des Amazones, les femmes qui accompagnent Sarkozy, la garde rapprochée de Kadhafi. Voilà. Donc, on va lui remettre une parure de diamants, parce qu'on a donné des cadeaux à toutes les femmes de chefs d'État qui viennent, des délégations. Et la femme, elle s'appelle Mabro, qui s'occupe de ça. Donc, il y a une qui lui dit, mais cette parure est belle. Elle lui dit non, il faut voir celle qu'on a donnée à la femme du chef d'État africain, du Cameroun. Ils sont allés à la tour de contrôle prendre des photos, etc. On lui donne une parure qui vaut $1 milliard. Il faut lire les proies dans le harem de Kadhafi. C'est Annick Kojan. C'était journaliste au Monde. C'est elle qui écrit ça. Mais elle ne la cite pas. Mais quand on comprend le français, elle dit, c'est la femme d'un chef d'État d'Afrique centrale, toujours en fonction. Elle est remarquable par sa forte crinière et ses tenues endimanchées. Donc on n'a pas besoin d'un dessin. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le soir du banquet, la dame lui dit, le guide aimerait vous voir demain. Alors l'avion du président partait ce matin-là. Donc on vient la chercher à 9h. Biya est à l'aéroport. Vous pouvez voir ça sur YouTube, parce qu'à l'époque, le journal Le Monde sort un journal, on parle des biens mal acquis, et on dit que Biya aurait acheté une maison en France. Et il se plaint à l'aéroport. Il est assis à côté d'Abdoulaye Wade et à côté du président équato-guinéen. Il dit, mais ces journalistes, ils ne vérifient même pas avant d'écrire. Donc il est à l'aéroport, 9h, sa femme n'est pas là, 10h n'est pas là, et ça mène à 13h15, avec la fermeture éclair de sa jupe déchirée. Voilà. Donc elle était chez le guide. Mieux encore, je vous recommande un autre ouvrage, ça s'appelle La garçonnière de la République, Émilie Larnaise. Elle est journaliste au Point. Elle en parle au détour de l'affaire Sarkozy. D'accord. Donc les services secrets israéliens font un rapport à Sarkozy avec les images d'elle et de Kadhafi. Les images de Chantal Biya. Voilà, et de Kadhafi. Et des images comment? Des images intimes. Des images intimes. Voilà. Sarkozy regarde, il tourne la page, il y a aussi son cas à lui. D'accord. Voilà, il y a son cas à lui. C'est comme ça qu'il voit qu'on dit que Sarkozy a agressé Cécilia, mais bref, c'est lors de la libération des otages bulgares, les infirmiers bulgares, etc. C'est ça qui va causer le départ de Kadhafi, mais lui, il apprend ça incidemment au détour de l'histoire de Chantal et de Kadhafi. On va regarder une dernière photo. C'est Luc Atropo, c'est le maire de Cotonou. Oui. Une valeur sûre? Une valeur sûre, bon, on va dire quoi? Il a joué de malchance, parce que idéalement, il aurait été le dauphin, mais il a on va dire quoi? Il a une moindre envergure que le ministre des Finances. Apparemment, il souffrirait de problèmes de santé, c'est ce qui s'est dit, voilà. Mais c'est un excellent maire. C'est un excellent maire. Jean-Pierre Dupont, vous étiez notre invité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chose que vous auriez souhaité dire que vous n'avez pas dit? J'aurais souhaité parler à la jeunesse camerounaise. Face caméra, nous vous donnons cette opportunité. Voilà. Le Cameroun, 66% de la population du Cameroun a moins de 25 ans.
les jeunes Camerounais, quand on les prend individuellement, chacun dans son domaine, sont pétris de talent. Donc il faut penser à l'avenir et refuser les compromissions pour une facilité immédiate. Donc pensez à votre avenir, mais sachez que ce n'est pas désespéré. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Un Cameroun meilleur est possible. Mais pour cela, prenez en main vos destins et vos responsabilités. Jean-Pierre Dupont, merci. Je vous en prie. Vous étiez l'invité de Brainstorming qui aujourd'hui a fait une immersion totale au cœur de la présidentielle camerounaise. On se retrouve très bientôt.